Toi, citoyen heureux du monde, qui habite un pays où le bonheur existe encore, et la joie et le plaisir, et je te raconterai comment d'abjects assassins ont transformé le bonheur d'un peuple en malheur, sa joie en deuil éternel, détruisant pour toujours son goût de vivre. Viens vers moi, citoyen libre du monde, dont la vie est fondée sur la morale humaine et l'existence protégée par la loi, et je te raconterai comment des criminels et des vils bandits ont piétiné la morale de la vie et anéanti les lois de l'existence. Viens vers moi, toi, citoyen libre du monde, dont le pays est abrité par des murailles de Chine moderne, toi, que les griffes de ces démons ne peuvent atteindre. Je te raconterai comment ils ont capturé tout un peuple et enfoncé dans des corps leur chair diabolique avec une ivresse sadique jusqu'à ce qu'ils les aient déchirés et anéantis. Bonsoir, soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, chers amis. Notre devoir de mémoire de 6 millions de victimes du régime nazi demeure. Le Covid-19 n'a pas affaibli l'antisémitisme, le racisme, l'exclusion, bien au contraire. Notre comité d'organisation que j'ai l'honneur de présider a opté encore cette année pour une commémoration virtuelle. Notre comité vous remercie d'être présents si nombreux pour commémorer Yom HaShoah. Vous pouvez participer en faisant un like qui va s'ajouter aux bougies qui seront allumées tout à l'heure et nous écrire. Notre thème cette année est la Shoah, l'enfance et l'espoir. On commémore la Shoah. Cet enfant que notre témoin a été arrêté et déporté, sa présence nous rappelle qu'1,5 million d'enfants furent assassinés pendant la Shoah. Et l'espoir que la génération montante prenne la relève et les flambeaux de la mémoire. Nous constatons 76 ans après la libération des camps, la montée d'un antisémitisme décomplexé, des propos racistes et xénophobes inadmissibles dans les réseaux sociaux. Certains pays essayent de réécrire ou édulcorer leur histoire, et dans certaines régions du monde, les théories nazies ont toujours cours. La pandémie nous refait vivre des propos complotistes qu'on pensait révolus depuis le Moyen-Âge. Les derniers rapports sur l'antisémitisme sont préoccupants. Comme le dit si justement Paulette Angèle, survivant de la Shoah, jamais je n'aurais cru que l'antisémitisme ressurgirait avec cette vigueur. C'est pour nous battre contre ces dérives que notre commémoration prend tout son sens. La Shoah nous montre la capacité humaine à l'humanité, la dépravation et la bestialité, et ce que les dérives de la parole peuvent causer. Alors que les derniers survivants nous quittent peu à peu, nous avons le devoir commun de nous assurer que le message universel de la Shoah ne disparaît pas avec eux, que les mémoires ne cèdent pas sa place à l'histoire. Nous pleurons cette année Noëlla Rouget et Benjamin Orenstein, rescapés ayant assisté à nos commémorations. Le combat contre l'antisémitisme nécessite une législation plus stricte et un effort éducatif plus intense depuis le plus jeune âge. Une définition claire de l'antisémitisme est nécessaire et nous espérons qu'enfin la définition de l'IRA, International Holocaust Remembrance Association, sera formellement adoptée en Suisse, comme dans d'autres pays. Les deux chambres fédérales ont adopté 2 motions pour qu'un mémorial national en souvenir des victimes du national-socialisme soit érigé en Suisse, et nous espérons que la suite que le Conseil fédéral va donner sera axée sur une démarche éducative. Yad Vashem a déjà proposé son concours. Nous nous réjouissons du projet de mémorial à Genève, ville internationale. Mesdames et messieurs, un effort spécial a été entrepris par des bénévoles pour préparer cette commémoration. Merci à nos sponsors et à nos généreux donateurs. Nous vous remercions à vous joindre à nous pour commémorer les victimes de la Shoah, pour nous opposer à l'accroissement inquiétant de l'antisémitisme, du racisme et de la discrimination, pour clamer haut et fort le message universel de la Shoah, plus jamais ça. Nous vous souhaitons une excellente soirée
et une très bonne santé. Merci. Vous avez, parmi tout ce qui est frappant chez vous, vous avez gardé l'étoile jaune. C'est assez rare parmi les survivants. Vous avez encore, montrez-la nous, vous avez encore l'étoile jaune que vous portiez avant la déportation. C'est la mienne. Ouais. Comment est-ce que vous l'avez gardée? Par quel hasard de la vie est-ce qu'elle est restée? Parce que je l'avais décousue avant de partir et qu'elle était restée chez une amie de ma grand-mère. Et cette amie l'avait gardée. Et elle nous l'a rendue après la guerre. Ne dis jamais que c'est ton dernier chemin. Quand les jours bleus sont écrasés sur un ciel de plomb, cette heure viendra que nous avons tant espéré. Frappant le sol, nos pas diront, nous sommes présents. Des palmiers verts jusqu'au lointain pays neigeux. Nous arrivons, le cœur en peine et douloureux. Et partout où une goutte de notre sang a coulé, c'est notre courage et notre force qui vont germer. Soleil futur, tu embellis le jour présent. Notre passé d'ombre et de haine disparaîtra avec le tyran. Si le soleil se perd avant le jour, avant l'aube, que notre chant soit un appel de génération en génération. Ce chant a été écrit avec du sang et avec du feu. Ce n'est pas un chant d'un oiseau dans le ciel bleu. Quand tout brûlait, parmi les murs qui s'écroulaient, fusil en main, mon peuple a chanté ses couplets. Alors, ne dis jamais que c'est ton dernier chemin. Quand les jours bleus sont écrasés sur un ciel de plomb, l'heure viendra que nous avons tant espéré. Frappant le sol, nos pas diront, nous sommes présents. Monsieur le Président du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi que de participer à cette cérémonie, de vous apporter le soutien du Conseil d'État en ce jour consacré à la mémoire de 6 millions de femmes, d'hommes et d'enfants assassinés parce qu'ils étaient juifs. C'est ici, dans notre Europe civilisée, il y a moins d'un siècle, qu'a été planifié, organisé et partiellement appliqué l'extermination totale du peuple juif. Avec lui devait également disparaître sa culture, sa langue, sa religion, son histoire. Je veux tout d'abord vous remercier et vous féliciter pour votre indispensable travail de mémoire. Indispensable car il faut rendre hommage aux victimes juives et tziganes. Il faut se rappeler de leur vie, de leurs espoirs, de leur futur anéanti. Cette mémoire, plantée comme un couteau dans l'histoire européenne, vient aussi nous rappeler combien nos démocraties sont fragiles, combien dans une situation de crise, une population peut déraper et donner le pouvoir à celles et à ceux qui seront des assassins. Souvenons-nous aussi, ici, de celles et ceux qui ont su s'engager contre ce pouvoir, notamment des justes, dont certains ont donné leur vie pour sauver celle des victimes désignées. Une commémoration comme celle d'aujourd'hui, avec le bouleversant témoignage de Madame Francine Christophe, doit nous ouvrir les yeux, à nous qui sommes les témoins. Les témoins d'hier grâce aux paroles des rescapés et des enfants cachés. Les témoins d'aujourd'hui, alors que l'antisémitisme sort au grand jour, que la haine et l'intolérance se manifestent de plus en plus. Nous qui savons ce que des êtres humains sont capables de faire à d'autres êtres humains, nous devons être des témoins concernés. Nous avons la responsabilité de réagir, de dénoncer, de nous indigner lorsque la viande de porc est déposée devant des synagogues, des croix gammées gravées sur leurs portes, lorsque la Shoah est banalisée, niée, lorsque les victimes en sont ridiculisées. Elie Wiesel
disait que ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. Ce serait une erreur de penser que cette phrase ne s'adresse qu'au peuple juif. Non, elle s'adresse à toute l'humanité, car nous sommes, toutes et tous, concernés. La crise sanitaire actuelle et ses conséquences sociales et économiques sont des facteurs d'insécurité. Nous savons que dans l'incertitude et la crainte, beaucoup cherchent des boucs émissaires et trop souvent placent leur confiance en ceux qui les désignent. Si nous avons le devoir de commémorer, nous avons aussi le devoir de résister. Résister avant qu'il ne soit trop tard, avant que la banalisation, les habitudes, le confort, l'indifférence ne nous endorment. Que nous ne soyons plus capables de nous indigner face aux propos, aux actes diffamatoires, sexistes, racistes, homophobes, antisémites, aux atteintes à la dignité humaine. Pensons encore aujourd'hui que ce sont des mots qui, les premiers, ont pavé le chemin vers Auschwitz. La cérémonie commémorative d'aujourd'hui est un acte de résistance à l'oubli, certes, mais aussi un acte de résistance à la haine. Cette résistance qui doit guider notre conscience dans la vie quotidienne. Je vous remercie de me donner la possibilité de vous affirmer que cette lutte est aussi celle du Conseil d'État. Sur un tas de cendres humaines, une poupée est assise. C'est l'unique reliquat, l'unique trace de vie. Toute seule, elle est assise, orpheline de l'enfant qui aima de toute son âme. Elle est assise, comme autrefois elle l'était, parmi ses jouets auprès du lit de l'enfant, sur une petite table. Elle reste assise ainsi, sa crinoline défaite, avec ses grands yeux tout bleus et ses tresses toutes blondes, avec des yeux comme ont toutes les poupées du monde, qui du haut du tas de cendres ont un regard étonné et regardent comme font toutes les poupées du monde. Pourtant, tout est différent. Leur étonnement diffère de celui qu'ont dans les yeux toutes les poupées du monde. Un étrange étonnement qui n'appartient qu'à eux seuls, car les yeux de la poupée sont l'unique Père Dieu qui, de temps étant Dieu, subsiste encore en ce lieu. Les seuls qui aient ressurgi de ce tas de cendres humaines, seuls sont demeurés des yeux, les yeux de cette poupée, qui nous contemple à présent, vue éteinte sous la cendre, et jusqu'à ce qu'il nous soit terriblement difficile de la regarder dans les yeux. Dans ses mains, il y a peu, l'enfant tenait la poupée. Dans ses bras, il y a peu, la mère portait l'enfant. La mère tenait l'enfant, comme l'enfant la poupée. Et se tenant tous les trois, c'est à trois qu'ils succombèrent. Dans une chambre de mort, dans son enfer étouffant. La mère, l'enfant, la poupée, l'enfant, la mère. Parce qu'elle était poupée, la poupée eut de la chance. Quel bonheur d'être poupée et de n'être pas enfant. Comme elle y était entrée, elle est sortie de la chambre. Mais l'enfant n'était plus là pour la sceller contre lui. Comme pour sceller l'enfant, il n'y avait plus d'elle. Alors elle est restée là, juchée sur le tas de cendres. Et l'on dirait qu'alentour, elle scrute et qu'elle cherche les mains, les petites mains qui voici peu la tenaient. De la chambre de la mort, la poupée est ressortie entière, avec sa forme et avec son ossature. Ressortie avec sa robe et avec ses tresses blondes, et avec ses grands yeux bleus, qui tout pleins d'étonnement, nous regardent dans les yeux, nous regardent, nous regardent. Francine Christophe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes revenu de Bergen-Belsen et vous portez témoignage. Est-ce qu'il y a le sentiment aujourd'hui d'être parmi les derniers à témoigner, à pouvoir témoigner? C'est pas un sentiment, c'est un fait. Je suis parmi les derniers. Ça n'était pas une évidence pour vous. Vous avez mis du temps avant de témoigner, n'est-ce pas? Oui, mais comme tous les déportés. On ne parlait pas. On ne pouvait pas parler.
Vous savez, moi, quand je suis revenue d'Allemagne, j'étais une gamine de 12 ans. Ce que j'avais raconté, c'était tellement horrible que lorsque j'ai essayé, les camarades d'école m'ont regardé d'un air bizarre. Il y en a même une qui a fait comme ça. Alors on s'est tu. L'arrestation, c'est le premier choc. Comment ça s'est passé? Alors il y a eu un contrôle des voyageurs. Est-ce que nos faux papiers étaient mal faits? Est-ce que notre peur était tellement terrible qu'elle se voyait dans nos yeux? C'est bien possible. Est-ce qu'on a été dénoncé? C'est bien possible aussi. Toujours est-il qu'on a mis les amis de côté sur le quai. Et puis quand tout le train a été inspecté, on nous a emmenés à la commandanture. Et là, maman et moi, on nous sépare. On me met seul avec un soldat armé, avec un gros chien. Et je crois que c'est de là que date ma peur des chiens. Encore maintenant, j'ai peur des gros chiens. C'est sûrement là que ça a commencé. Puis, j'ai entendu qu'on interrogeait maman, je l'ai entendu qui criait « Non, non, je ne suis pas juive, non !» Et puis, au bout d'un moment, c'est à moi. Maman m'avait dit « Si par malheur nous sommes arrêtés, qu'on t'interroge, qu'on te demande si tu es juive, tu dis que non. Parce que tu te retrouveras en prison. Mais surtout, dis bien que papa est prisonnier de guerre. » Et ça fait que vous êtes protégé relativement par les conventions de Genève. Voilà. Parce que le prisonnier est protégé, mais la famille en principe aussi. Ouais. Donc, on commence à m'interroger, moi aussi. C'était pas un moment plaisant, croyez-moi. Je suis passé devant une grande table avec beaucoup de militaires. Je me souviens de 2 revolvers posés sur la table. Et tous ces hommes étaient chargés de me faire dire que j'étais juive. Moi, j'avais presque 9 ans. Il y en avait un qui était grossier, horrible, qui m'insultait. Des choses comme « Salope, tu vas le cracher !» Et puis l'autre, au contraire, pour m'amadouer, « T'es mignonne. Si tu veux rester mignonne, il faut le dire, que tu es juive. » Non, je ne suis pas juive. Et papa est prisonnier de guerre. Et ça, je me souviens que je le répétais sans arrêt. Maman me l'avait tellement dit. Papa est prisonnier de guerre. Au bout d'un moment, maman est sortie de la pièce où elle se trouvait. Elle avait dû recevoir quelques gifles parce qu'elle avait la joue rouge. Et là, l'officier qui dirigeait tout ça a dit « Vous la voyez, l'enfant. Vous avouez. Ou nous l'emmenons. » Oui. Nous sommes juifs. Vous racontez aux classes d'école votre vie à Bergen-Belsen. Ce qui est très frappant, c'est l'expérience de la faim. Parce qu'évidemment, au XXIe siècle, en France... On n'a pas faim. Voilà. La vraie faim, qu'est-ce que c'était? La vraie faim, c'est une faim qui fait mal. C'est un système qui marche dans le vide. La vraie faim, on peut se tordre par terre en disant « J'ai faim, maman, j'ai faim ». Il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, ça fait mal.
la présence des cadavres. Partout. Vous êtes une enfant et les cadavres sont présents partout autour de vous. Mais ça s'explique parce que à Bergen, il n'y a pas de four. Enfin, il n'y en a qu'un, c'est rien. Donc on ne peut pas brûler les cadavres. Et il va y en avoir tellement et tellement et tellement qu'on ne sait plus quoi en faire. Donc on est au milieu des cadavres. Vous savez, on a des morts constamment. Il y a des morts du typhus, il y a des morts de la dysenterie, il y a des morts par infection des bobos, des blessures. Donc il y a partout des morts. Et quand je dis que pour aller aux latrines, j'enjambais les cadavres, c'est vrai. C'est pas des histoires, c'est la vérité. La saleté, la puanteur, l'univers du camp, vous décrivez la présence de la merde partout. Le fait que la maladie était omniprésente, et c'était ça partout. Bien sûr. Je rappelle que ça, c'est de la déshumanisation. Qu'on n'a pas de papier toilette. Et qu'on a la dysenterie. Ça coule. C'est sale un camp. Je le dis tout le temps, c'est sale. Il n'y a pas que des souffrances morales. Il n'y a pas que des coups de bâton. Il y a aussi la merde. D'ailleurs, il paraît que Bergen-Belsen était tellement sale que l'odeur se répandait à des kilomètres. La cruauté des SS dans le camp, quel souvenir vous avez de cela? La cruauté, il faudrait tout raconter. Ces hommes qui sont déchaînés, qui sont capables de tuer à coups de pied, à coups de talon, de bottes. Un pauvre déporté qui n'en peut plus, qui marche pas assez vite. Ah oui, pour être cruel, c'est cruel. Il tapait. Il tapait tellement. Il y a des moments d'humanité, du fait notamment de votre mère, vous aviez pu amener quelques petites choses, un peu de riz, un peu de chocolat, et à ce moment extraordinaire où elle vous demande, parce qu'il y a une femme enceinte, Hélène, n'est-ce pas? Oui, toujours grâce à la Convention de Genève, on avait eu le droit d'avoir des colliers à Drancy, on avait eu le droit d'emporter des petites choses à Bergen. Et chacune avait emporté ce qu'elle avait pu, et maman avait emporté 2 petits doigts de chocolat. Et vous acceptez de les partager, cette femme qui va accoucher dans le camp? Alors maman me dit, tu sais, Hélène est faible, elle est maigre. Ce chocolat, il est à toi. Je l'ai toujours gardé pour toi, pour un moment où je verrai que tu en as vraiment besoin. Mais j'ai peur pour Hélène. Est-ce que tu veux bien que je le lui donne? Évidemment, maman. Hélène a mangé le chocolat. Elle a accouché. Elle n'est pas morte. Le chocolat peut être fait, et c'était peut-être ça dans l'idée de maman, le coup de fouet que donne un morceau de sucre quand on a besoin d'un peu de force. Une naissance dans le camp, vous racontez ensuite ce fait extraordinaire, ce bébé qui ne crie pas. Il est là dans la baraque, il ne crie jamais. Là, il fallait la cacher, Ouais. c'était une fille. Il fallait la cacher parce que on risquait de nous la prendre et de la tuer. Alors Hélène, qui était bien maigre, qui avait la poitrine creuse, a mis le bébé là, on l'a entouré avec des chiffons, elle a mis sa blouse dessus, on voyait rien. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pendant des mois, ce bébé n'a jamais pleuré, ni même geint. Au bout de 6 mois, c'était la libération. Et quand Hélène a défait tous ces chiffons si sales, le bébé a pleuré. C'était sa naissance.
Le traumatisme du camp, vous en faites le récit, la fin, vous en parliez tout à l'heure, la dégradation physique, il y a des scènes très fortes. Dans votre témoignage, vous racontez comment votre père, qui a pu venir voir votre mère, découvre une femme qui est tellement différente de ce qu'elle a été. On pourrait presque dire que c'était plus une femme. Celle qu'il avait tant aimée, celle qu'il a retrouvée. Elle a plus de cheveux, elle est maigre. Elle a un regard, surtout le regard, un regard de peur. Et le lendemain matin, le docteur est venu. Il s'est approché de maman. Il lui a tapoté la joue. Il a dit « T'en fais pas, mon petit gars. On va te sauver. » Et j'entends encore la grosse voix de papa qui dit « Docteur, ce petit garçon, c'est ma femme. » Qu'est-ce qu'on garde de ça durant toute sa vie? Je peux pas répondre. Non, vraiment, je peux pas répondre. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que je vais pleurer. C'est présent toujours. Plus ou moins. Il y a des jours où ça n'est plus du tout. Mais j'ai plus de cauchemars, hein. Ça c'est fini. J'en ai eu au retour, là c'est terminé. La liberté, Francine Christophe, c'est très saisissant quand vous décrivez votre libération, même si ça a été long, le sentiment de liberté, cette espèce d'ivresse de la liberté, vous la décrivez mieux que personne. Je me rends pas compte. Tout ce que je sais, c'est que, Dieu merci, la jeune génération ne verra jamais son père partir en uniforme pour la guerre, et on ne sait pas pour combien de temps. Ça, c'est important. Ça, c'est grâce à l'Europe, et ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne le savent pas, on ne leur dit pas assez. Et il faut leur dire. Vous allez parler aux écoliers, aux élèves. Qu'est-ce qui n'est pas communicable? Qu'est-ce qu'on n'arrive pas, malgré votre capacité à raconter, malgré leur intérêt, ils vous écoutent avec beaucoup d'attention, mais qu'est-ce qui est difficile à faire passer? Rien. Moi, j'ai décidé de tout dire. Même la Berthe, je vous l'ai dit. Je raconte tout. Je trouve qu'il faut tout raconter. Il faut que les jeunes sachent à quoi ça mène. D'être anti-ci, anti-ça. Il ne faudrait pas que ça recommence. Merci Francine Christophe. Merci à vous. כנפי השכינה במעלות
טהורים כזוהר הרקיע מזהירים אעשה כל הנשמות של 6 מיליוני היהודים חללי השואה באירופה שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנספו על קידוש השם. בידי המרצחים הגרמנים ועוזריהם משאר העמים, בעבור שכל הקהל מתפלל לעילוי נשמותיהם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם בגן עדן תהי מנוחתם וינוחו בשלום על משכבותיהם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים ונאמר